Alors, écoutez, d'abord, je voudrais me présenter en deux mots pour vous dire donc je suis avocat. Je suis avocat au barreau de Lyon. Je suis enseignant à l'université en pratique en droit de la santé, dans d'autres secteurs, mais particulièrement en droit de la santé. On travaille de près avec les professions de santé et je travaille longtemps avec les organisateurs ici, vu qu'on a de vieux souvenirs, étant entendu que je suis de premier métier infirmier il y a de ça quelques décennies. Donc voilà, il y a des souvenirs de vécu et puis l'enseignement juridique et puis le droit tel qu'on le pratique, notamment par les procédures. Alors, sur le thème qui est présenté, bon, il faut poser quelques règles pour qu'on s'y retrouve bien et puis ensuite on pourra échanger, évidemment. Et toute question est toujours bienvenue parce que on traite de questions qui doivent être à la fois très pragmatiques pour vous, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce consentement, cette perte de conscience, les directives anticipées, comment est-ce que cela marche, et puis en même temps il faut bien comprendre qu'on touche à des données qui sont essentielles vu qu'elles touchent à la personne et à la personne en difficulté et qu'on s'en sortira jamais par une réglementation, c'est-à-dire qu'il faut apprendre un peu ce que dit la réglementation, mais surtout quels sont les modes de raisonnement, quelles sont les valeurs qu'il y a derrière les règles précises. Voilà. Alors, la base je vais développer rapidement, hein, mais la base de tout, c'est le consentement, voilà, dont on entend beaucoup parler, mais qui est vraiment central dans l'analyse juridique dès qu'on est dans l'idée de la relation de soins. Et donc on l'entend en disant oui, il y a le consentement du malade, c'est comme c'est naturel, quoi. Voilà, on a soif, ben on boit de l'eau. Non, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que le consentement, c'est vraiment ce qui rend l'acte valable. Hein, vu que tout le problème juridique, et c'est pour ça qu'il y a toujours un environnement juridique autour de la pratique des actes, c'est que l'acte de soin que vous ressentez, vous, comme professionnel, naturellement bienveillant, hein, vu qu'effectivement on vient soigner les gens qui souffrent, donc c'est bienveillant, en fait, juridiquement, c'est un acte qui est contre nature, vu qu'il n'est pas du tout normal que d'administrer des substances très toxiques à des personnes, ou de leur percer la peau, ou de faire des interventions chirurgicales, ou quoi que ce soit. Donc, en fait, il y a du droit dans la pratique médicale, parce que tout ce que vous faites est légitimé par le droit. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des fois un raisonnement qui est de dire avant ça allait bien parce qu'on n'avait pas les juristes, on soignait tranquillement. Bon, et en fait, c'est pas du tout. Quand on regarde, on a l'histoire juridique sur les soins existe depuis le début du siècle, et c'est parce qu'il y a le droit qu'on peut exercer. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le consentement, c'est-à-dire s'il n'y a pas le cadre juridique du consentement, l'acte devient répréhensible. Il y a une atteinte et on tourne autour de l'idée d'atteinte au corps humain. Voilà, c'est-à-dire que dans la tradition juridique, mais je ne vous fais pas de grand développement là-dessus, mais il faut bien comprendre l'importance de tout ce que ça veut dire. Je pense à des affaires d'actualité que tout le monde a un peu en tête, il faut voir les problématiques que ça soulève, c'est-à-dire que dans la tradition juridique, un être humain n'est pas propriétaire de son corps, au sens que je suis propriétaire du téléphone ou de quelque chose qui m'appartient et donc je peux faire ce que je veux. Voilà. Pour le droit, le corps humain, c'est la personne, c'est-à-dire que l'être humain, la pensée, les affects, la dignité et le corps humain, ça fait un tout, indissociable. Et donc, quand il y a acte de soin, l'acte de soin remet en cause physiquement la personne parce qu'on pique la peau, on met des sondes, on fait des actes, on administre des médicaments qui peuvent être dangereux. Et tout ça doit beaucoup de protection parce que c'est en même temps la question de l'être humain dans son intégrité, voilà, qui est en cause. Et cette question du consentement, elle est absolument centrale. Alors, elle se retrouve
c'est le seul texte que je vous citerai et que j'ai mis dans la petite présentation, parce que quand vous aurez besoin de trouver des textes, en plus c'est pas l'objet d'un atelier comme celui-là, vous pouvez les trouver, mais là c'est un texte qu'on va pas toujours chercher, parce qu'il n'est pas dans le Code de la santé publique, dans l'organisation des soins, il est dans le Code civil, c'est-à-dire dans les données les plus fondamentales, c'est l'article 16-3 qui dit qu'il n'y a pas d'acte de soin s'il n'y a pas le consentement. C'est-à-dire que l'intervention sur le corps humain ne peut avoir lieu que s'il y a consentement. Il n'y a pas d'acte de soin s'il n'y a pas le consentement. Voilà, c'est vraiment c'est le centre de tout. Voilà. C'est le centre de tout. L'acte de soin est une atteinte à la personne et donc il faut que la personne ait accepté. Et avec la personne telle que j'ai définie, c'est-à-dire le corps charnel, mais en même temps c'est le support de la personnalité. Donc c'est vraiment une donnée qui, dans l'analyse juridique, est extrêmement forte. Et les choses vont bien, ou pas trop mal, je dirais, tant que la personne est en mesure d'exprimer elle-même son consentement. Hein. Il reste quelques places ici, devant. Avec des... Voilà. Il y a 2 places ici, hein. Ce serait mieux. Hop là. Voilà, donc tant que la personne... allez-y, vous serez mieux assis, oui. Il reste une place. Arrêtez. Il y a peut-être d'autres, je ne sais pas. Voilà, alors, je reprends. Donc, tant que la personne, elle est en mesure de s'exprimer, les choses vont assez bien. Hein, enfin bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on va dire ça se passe pas trop mal parce qu'elle peut exprimer ce qu'elle veut. Là où c'est plus compliqué, c'est quand elle peut mal ou qu'elle ne peut plus l'exprimer, ou alors qu'il faut interpréter cette expression, et là ça devient évidemment beaucoup plus compliqué. Alors pourquoi ça devient compliqué? Non pas parce que les textes seraient faibles ou contradictoires, mais parce que c'est lié à ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, enfin en introduction, dans cette petite introduction, c'est-à-dire que le consentement, c'est pas un problème d'utilité, comme, je sais pas, on achète une voiture, ou c'est vraiment l'idée même de la personne. Et donc, le droit vous dit, attendez, avant d'y aller, avant d'aller avec des certitudes, il faut vraiment se poser la question de ce qui se passe. Alors, on va ici sérier les problèmes, et je vais en distinguer 3. Il y a celui qui est la véritable urgence, ensuite il y a le rôle de la personne de confiance, et il y a celui des directives anticipées. Donc le premier point sur cette situation où la personne n'est pas en mesure d'exprimer, c'est celui de l'urgence, c'est-à-dire l'urgence qui commande une pratique d'acte. Voilà. Et donc ça, c'est déjà dans la définition même de l'article 16-3 du Code civil, qui est donc la base de tout, en disant que c'est le consentement dans la mesure où la personne peut l'exprimer. Et on peut le dire de manière plus simple, vu qu'on retient, nous, ce petit dicton, qui est de dire que quand la maison brûle, les pompiers ne frappent pas à la porte. Voilà. Donc, il y a un patient il y a une intervention qui s'impose, il y a un geste qui est nécessaire. Vous pouvez le prendre sous tous les angles, que ce soit un retour d'accident de circulation ou un acte chirurgical qui est nécessaire, que ce soit un majeur, un mineur, sous tutelle, pas sous tutelle. Quand vous avez les soins qui commandent, il faut faire. Voilà, donc ça, je crois qu'il faut déjà le dire de manière nette, parce que je sais qu'on utilise parfois la règle du consentement pour différer des soins ou ne pas les pratiquer. Donc là, je dis attention, hein, attention, le respect de la personne, c'est pas de ne rien, c'est pas d'arrêter dès qu'il manque quelque chose. Hein. La loi et la jurisprudence disent que les soignants doivent exercer avec le sens de l'engagement. Hein, c'est écrit dans les textes, c'est-à-dire qu'on agit de manière engagée auprès des personnes. Vous n'êtes pas... des fois, il y a la notion du patient qui serait client, mais ce n'est pas une notion juridique. Hein. Le patient, c'est quelqu'un qui souffre et on va au-devant de la souffrance, et vous êtes des professionnels, vous devez agir. Voilà. Donc, quand il y a une nécessité des soins et qu'il n'est pas en mesure de s'exprimer, il faut certainement faire le nécessaire. Donc c'est d'ailleurs, là c'est dans le texte, article 16-3, c'est la jurisprudence depuis toujours. Depuis toujours. Vous êtes des professionnels, donc vous êtes les mieux à savoir ce qu'il faut faire. Et par ailleurs, sur un plan très pragmatique de la responsabilité, que je traite qu'incidemment, parce que ce serait des débats plus importants, mais pour qu'il y ait responsabilité, il faut qu'il y ait un préjudice. Et en pratique, il n'y a pas de préjudice à soigner une personne.
Bon. Donc, même sous l'angle de la responsabilité, je dirais, vous devez être serein. Voilà. Mais donc, le premier point, c'est que, quelle que soit l'importance du consentement, retenez que quand il y a une nécessité des soins et qu'il n'y a pas la possibilité de faire un véritable travail sur le consentement, vous faites. Voilà. Vous faites, mais je dirais bien juridiquement, vous le faites sous votre décision à vous et non pas sous une forme de décision dérivée du patient. Là, je fais un petit peu du juridisme, mais ça compte beaucoup. C'est-à-dire qu'on va le voir par la suite, le droit ne permet pas de décider à la place d'un autre. Si le patient n'est pas en mesure de s'exprimer, parce que c'est moi qui tout à l'heure conduis, me prend un mauvais platane et suis conduit aux urgences, et je ne serai pas en mesure de m'exprimer. Donc c'est vous qui déciderez par vous-même. Voilà, on ne peut pas penser à la place d'un autre, c'est une chose que le droit ignore. Donc si la personne n'est plus en mesure de dire, il ne faut pas y chercher de faire sortir de l'eau d'un caillou. Il n'est plus en mesure de dire, vous êtes des professionnels de santé, vous êtes avisés, vous venez à des congrès, faites des formations, vous posez des questions tout le temps, donc vous êtes compétents, vous avez des diplômes pour cela, la loi vous dit faites-le. Voilà, c'est tout à fait clair. Le deuxième volet, c'est la situation qui serait intermédiaire, qui est donc la personne qui a des difficultés pour exprimer ce consentement. Voilà, où on ne sait pas exactement, bon, c'est une question de l'interprétation. Et c'est là qu'on retrouve donc ces deux outils juridiques qui ont été créés, qui sont la personne de confiance et qui sont les directives anticipées, qui sont l'objet d'un certain nombre de débats actuellement. Alors, dans l'ordre, la personne de confiance et puis après les directives anticipées. La personne de confiance, elle a été créée par la loi dite loi sur les droits des patients de mars 2002, donc c'est déjà une chose ancienne. On la trouve dans le Code de la santé publique, mais je dois dire qu'en fait, la loi l'a un peu sacralisé, elle lui a donné un contenu en l'identifiant, personne de confiance, mais pour avoir pratiqué auparavant et étudié ces questions et donné des cours avant 2002, on enseignait déjà le rôle des proches, qui est dans la déontologie depuis toujours. Et si vous prenez vos souvenirs d'étudiants de premier stage, vous avez vu des situations où les professionnels rencontraient quelqu'un qui n'était pas le patient directement. Alors ça peut être le conjoint quand ça se passe bien, ça peut être l'ami, ça peut être les enfants, ou ça peut être surtout pas les enfants si c'est compliqué, ça peut être un voisin. Mais la déontologie a toujours reconnu qu'il y avait une part pour le proche. Voilà. Alors, après, n'allons pas trop loin, parce que je vous ai dit, on ne décide pas à la place des autres et on ne pense pas à la place des autres. Donc les proches ne peuvent pas penser à la place du patient, de la même manière que la personne de confiance. La personne de confiance n'est pas un substitut, hein. C'est une aide à la prise de décision. Et le texte de loi est tout à fait clair sur ce plan, d'ailleurs il ne pourrait pas faire autrement, parce que vraiment dans le droit français on n'a pas de situation où on peut décider à la place d'un autre. Le seul cas où on l'a, c'est tout, parce que dès qu'il y a principe il y a exception, évidemment, c'est pour les mineurs et par rapport à l'autorité parentale. Et même pour les mineurs, c'est pas si simple que ça, parce qu'un mineur, on lui reconnaît aussi sa part d'autonomie. Qui commence quand un enfant a 8 ans, qui va acheter une baguette de pain, alors il passe un contrat de vente, mais il est mineur, alors on ne va pas lui dire « tu n'as pas un papier signé par tes parents ». Donc au fur et à mesure de l'avancement du mineur dans l'âge, dans la maturité, on lui reconnaît un certain nombre de droits, c'est-à-dire que l'autorité parentale stricte, où les parents décident à la place de l'enfant, ça joue vraiment sur le bas âge, quoi. Donc c'est le seul cas où on peut dire, voilà. Et même un enfant de 3 ans, quand on va le soigner, ou 2 ans, on se rend compte s'il est opposant à des choses, quoi. Voilà. Donc vous voyez, c'est l'idée de dire qu'une personne décide à la place d'un autre, c'est étranger au droit. Et donc la personne de confiance est sans doute une institution qui est bienvenue, à condition de lui laisser la place que lui avait donnée la loi par rapport à la tradition juridique, c'est-à-dire un repère, une personne qui est forte dans la relation, mais une personne qui ne se substitue pas au patient et encore moins au médecin. Hein. Alors là, je vois des débats qui ont lieu avec le dernier avis là, du comité d'éthique,
qui reconnaît, alors en fin de vie, quand les intentions ne sont pas claires, alors on met pratiquement un pied de... Enfin j'espère, on verra le débat comment il se fera sur ce plan, mais c'est étranger à toute la tradition juridique, et je crois que c'est vraiment étranger même au principe du droit, qui serait de dire que quand il y a une opposition entre les médecins et la personne de confiance ou la famille, on choisit un médiateur, alors qu'on est soigné par les médecins, pas par des médiateurs. Hein, oui, attention, c'est... pardon... voilà, la personne de confiance, c'est quelqu'un qui aide, mais c'est pas quelqu'un qui décide. Voilà. Et quand il y a des personnes de confiance, je dirais bien gérées, l'expérience montre que ça peut être extrêmement utile, alors qu'il peut y avoir des débordements, parce que des personnes de confiance sont un peu envahissantes, ou parce que les équipes peut-être ne savent pas forcément les tenir, et leur donnent une importance qui est trop grande. Mais il est déjà dit, quelques repères là-dessus, que la personne de confiance, elle intervient quand la personne n'est plus en capacité de s'exprimer pleinement. Bon, alors pleinement, qu'est-ce que ça veut dire hein dès qu'on va voir un médecin, on est azimuté, hein, moi le premier. Bon, donc ça mais même chose quand les gens viennent nous voir, hein, chez les avocats, on leur dit qu'il faut agir par l'article 1384, ils disent c'est bien ce que je pensais, hein, mais si on lui dit que c'est un autre, ça ne marchera pas. Et donc la part ici, il faut bien mesurer ce qu'on a dans le consentement ou non. Mais malgré tout, pour que la personne de confiance ait vraiment son rôle, il faut qu'il y ait un affaiblissement de la personnalité. Donc en gros, si je vais très bien, ou à peu près bien comme aujourd'hui, et je dis, il y a la personne de confiance qui vient, c'est à vous de dire je l'accepte ou non. Voilà, c'est l'esprit de la loi. Bon. Et c'est plus la personnalité est en difficulté pour s'exprimer, plus la personne de confiance va prendre une certaine importance, mais cette importance restera jamais de prendre la décision. C'est-à-dire que la personne de confiance peut dire « j'ai beaucoup discuté avec cette personne que je connais bien depuis X temps, je sais que là, il aurait plutôt pensé ça, donne ton avis, c'est très bien, et après vous en faites ce que vous en voulez, j'insiste, à partir du moment où c'est vous qui engagez votre responsabilité, vous comprenez ? Parce que pour que la médecine tienne, et surtout dans les situations complexes, la base de tout, c'est pas les textes. C'est le fait que celui qui décide, agit et engage sa responsabilité. C'est ça la clé. Et il y aurait quelque chose d'extrêmement vicieux, mais qui serait dans un premier temps confortable et après destructeur pour les professions de santé, qui serait de dire, le patient décide, donc en fait moi je suis un prestataire, et je lui dis voilà, il y a ça, tu choisis, le patient a choisi ça, après moi j'ai simplement mis en œuvre sa décision à lui. Et donc, il n'y a plus de responsabilité médicale, il n'y a plus d'engagement, et ça c'est pas du tout, vous voyez, de la lecture. Donc, il faut lire ces données de consentement, de personnes de confiance, d'acceptation des soins, vraiment avec un sens, avec une certaine intelligence de la relation. Et en bout de course, vous êtes des professionnels de santé, c'est vous qui prenez les décisions, c'est vous qui tranchez, et c'est vous qui assumez. Voilà, on ne peut pas sauf à ce qu'il y ait refus de soins, et à ce moment-là, s'il y a refus de soins, l'affaire s'arrête, ça c'est la décision de la personne, vous essayez de convaincre, vous exercez avec engagement de le convaincre, mais finalement, s'il ne veut plus être soigné, c'est sa liberté, et ça c'est une chose qui est acquise. Donc voilà, c'est un peu cette personne de confiance. Alors, juste peut-être un mot, il est dit que dans la loi qu'elle doit être, il faudrait procéder de manière systématique à sa désignation lors de l'admission. Bon, là je pense objectivement que c'est le genre de loi qui est une petite formule en trop, hein, parce que on arrive à des situations qui seraient destructrices si vous appliquez strictement la règle, c'est-à-dire une personne vient pour une intervention bénigne, on lui dit si vous êtes plus en état de vous exprimer, il faut désigner. Bon, alors, voilà, donc ça je crois que ça se joue avec bon sens, en tout cas je me permets de le signaler parce que j'ai vu des fois des services où il y avait des lectures complètement psychorigides de la loi et où donc on arrivait presque à paralyser de peur des patients en leur faisant signer des documents de tous côtés, et la personne qui vient pour une cœlioscopie, qu'elle va rentrer chez elle le soir, on lui demande si elle rentre dans un coma grave de désigner, donc du calme, hein, voilà, c'est le bon sens garde encore sa place, voilà. Pour ce qui est des directives, et puis quand même juste une chose, la personne de confiance, on la prend en compte, ça c'est certain, elle existe dans la loi, mais c'est à vous d'apprécier la qualité de ce qu'elle apporte.
parce que depuis combien de temps ils se connaissent, qu'est-ce qu'il a à dire, bon, et la personne de confiance, elle est instituée parce qu'elle a un statut, mais ça ne veut pas dire que les autres disparaissent. Hein. Donc le reste de la famille, d'autres personnes qui peuvent s'exprimer, quel est celui qui a eu les dernières discussions, voilà, il faut apprécier ça avec l'intelligence de la situation. Pour ce qui est des directives anticipées, alors je crois que c'est encore moins connu que la personne de confiance. Et il y a un rapport qui vient d'être publié montrant qu'effectivement c'était un chiffre très faible de directives anticipées qui existaient. Alors moi je crois que ça c'est une personne de confiance à titre personnel, je ne sais pas, parce que je crois qu'en bout d'un moment il y a une relation, alors c'est vraiment un choix qui est libre, est-ce qu'on en désignerait une ou non? Bon, mais directives anticipées, je crois que pour des gens qui sont concernés par une maladie grave, avec peut-être une question de fin de vie ou de soins complexes, en gros, si vous voulez être tranquille, le meilleur moyen, c'est quand même de rédiger ces fameuses directives anticipées. Hein. Alors, elles existent par la loi qui leur a donné un statut. Ce statut est en mesure peut-être d'évoluer, vu qu'on parle d'une petite réforme là-dessus. Donc je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Mais quelle est l'idée de tout ça? C'est un petit peu comme un testament finalement, mais c'est un testament pas pour après la mort, c'est un testament pour la dernière période, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc là aussi, la loi innove, mais souvent quand elle innove, la loi, elle fait que donner un petit peu de modernité à quelque chose qui est ancien. C'est-à-dire que de tout temps, une personne qui, sur un papier, écrit en disant, confronté à telle échéance, je souhaiterais que les choses se passent de telle et telle manière, même si ça ne s'appelle pas directive anticipée, forcément, dans le cadre de cette recherche extrêmement fine du consentement qu'on évoquait tout à l'heure, il faut que ça soit pris en compte. Hein. Alors, les directives anticipées se font sans formalité, c'est par tout moyen, c'est un écrit qui vient de la personne elle-même. Elles peuvent être déposées si on le souhaite, ça peut être utile auprès de n'importe qui, parce qu'on fait des directives anticipées qui sont cachées et que personne ne les connaît. L'intérêt des directives anticipées, c'est de dire au moins ma pensée c'était ça, ils l'auront. Voilà. Et quand il y a directive anticipée, elles ont, celle-là, dans la décision médicale, elles doivent avoir une forte importance. Alors, leur importance, elle est liée à quoi? Elle est notamment liée à la durée. Alors, il y a un délai dans la loi, je ne sais plus si c'est 3 ans ou 5 ans, je crois que c'est 3 ans. Non, voilà. Bon. Les 3 ans, aucun tribunal ne vous dirait c'est schlack 3 ans comme prescription. Vous voyez, c'est bon, vu que c'est pas à vous que je vais expliquer ça, que quand on est loin de tout, moi qu'est-ce qui m'arrivera dans 3 ans? Moi je vous dis, si ça va mal, fichez-moi la paix, je vais être tranquille. Et puis quand ça se rapprocherait, si vous pouvez faire un petit quelque chose, ça serait pas mal quand même, quoi. Hein. Donc il faut voir, c'est surtout en fait, nous l'analyse que l'on peut voir au point de vue du droit. Hein, je parle uniquement au point de vue du droit, c'est quelles sont les convictions réelles face à l'épreuve, quand on a connaissance de la situation. Voilà, et connaissance de la situation, c'est connaissance de sa maladie, mais c'est connaissance aussi des capacités thérapeutiques. Parce que vous les connaissez, c'est votre métier, mais nous ne les connaissons pas du tout. Moi, je vous dis bien, j'ai fait l'infirmier il y a 30 ans de ça, donc je découvre quand on a des expertises en me disant « Ah, putain, ils en sont là ». Moi, j'ai souvenir une secrétaire du cabinet qui est décédée depuis d'une reprise d'un cancer qui avait été maltraité, traité comme ça se faisait à l'époque, et qui savait qu'elle risquait d'avoir récidive parce que, bon, c'était un peu comme ça, elle est décédée il y a 25 ans de ça, hein, donc, et elle nous disait, moi, ça arrive, hein, faut pas me ficher la paix avec ça, et évidemment que, enfin, pas évidemment, mais en tout cas, malgré toute sa personnalité, ce qu'elle avait bataillé d'une vie extraordinaire, et dans les derniers temps, on peut faire quelque chose, et puis pour la shooter, et puis à 3 jours on passait la voir, elle a encore des projets, toutes sortes de choses, donc si elle avait fait un texte 3 ans auparavant, c'était de dire vous me touchez pas, je reste à la campagne et fichez-moi la paix. Donc les directives anticipées sont intéressantes parce qu'elles permettent de dire des choses, mais là encore elles ne peuvent pas cadenasser le médecin.
et l'équipe thérapeutique, et il faut analyser vraiment en situation. Et ce qui est intéressant, si vous en faites pour vous-même, ou en tout cas pour le populariser, ou vis-à-vis des patients s'ils en ont, c'est peut-être qu'ils puissent les actualiser. Mais directive anticipée, ça veut dire aussi qu'est-ce qu'on peut m'apporter, parce que vous connaissez, enfin, on a vu, il y a eu dans le dernier rapport du comité d'éthique, il y a quand même beaucoup de choses, hein, et notamment sur la méconnaissance dans la population. Bon, donc c'est sûr qu'on se dit, si c'est soigné pour l'acharnement thérapeutique et en souffrant, tout le monde dit non. Bon, en fait, c'est pas ce qui se passe. Voilà, donc il faut quand même bien mettre en situation. Voilà. Alors sur les directives anticipées, également dernier point, et puis on aura peut-être quelques moments pour échanger. Le dernier point quand même, c'est que les directives anticipées, elles existent, elles sont prévues par la loi. Je pense que dans l'approche du juge, elles auront plus de force que la personne de confiance, parce que surtout si elles sont assez récentes, parce que ça c'est vraiment la pensée de la personne. Bon, mais en bout de course, c'est jamais le malade qui va décider quand c'est vraiment une solution thérapeutique. Voilà. C'est-à-dire que si le malade refuse les soins, ça sera son droit, c'est sa liberté. Ça, c'est clair. Bon. Et on ne peut pas lui imposer. Mais en bout de course, quand il y a des choix à faire, on doit prendre en compte la personne de confiance, prendre en compte les directives anticipées. Mais en bout de course, le médecin, le thérapeute ne peut jamais abdiquer de son savoir, de ses compétences et de ce qu'il est en mesure de faire. Voilà. Alors, ça fait un alliage qui n'est pas simple à construire, hein, mais c'est pour ça qu'au début, je voulais vous parler en quelques mots, hein, très très rapidement, de toute la dimension essentielle du consentement, sur le rapport à la personne elle-même. Mais on doit renforcer la part de décision et les éléments qui existent, qui sont le consentement, plus ou moins par écrit, la personne de confiance, la directive anticipée, c'est pour essayer de mieux comprendre ce que pouvait penser la personne, mais ça ne peut pas être un moyen pour le médecin d'abdiquer, pour l'équipe hein, globalement, d'abdiquer des compétences et de ce qu'elle peut faire. Et donc, ça va amener des décisions qui peuvent être difficiles. Donc sur ce plan, qu'est-ce que j'en dirais? Je dirais qu'au bout d'un moment, c'est sûr que les décisions sont difficiles, les tribunaux, on parle de ça avec moi, hein, les tribunaux le savent. Bon, quand on a un procès, l'attitude du tribunal n'est jamais de se mettre à la place de l'équipe pour dire « moi j'aurais jugé comme cela ». C'est jamais l'approche de justice. C'est de dire, tel qu'ils l'ont fait, est-ce que ça peut être qualifié de faute? Ce qui est quand même très différent, vous comprenez? C'est-à-dire que le tribunal peut se dire, en ayant écouté des experts et ceci et cela, il peut se dire, moi, je m'imagine médecin 5 minutes, j'aurais fait différemment. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'ils ont fait, c'est une faute. Voilà. Vous voyez la différence entre les deux. C'est-à-dire que le tribunal ne réécrit pas la bonne pratique, il doit chercher à dire si le comportement c'était une faute ou non. Et donc il laisse une part, la liberté thérapeutique ça existe, les capacités d'une équipe, une équipe elle sait faire des choses qu'une autre fera peut-être un peu différemment, tout ça c'est en part. Et donc il ne faut pas avoir une vision en gros du droit qui serait là pour figer, vous voyez comme le toile avec des carrés de tous côtés, on applique, le droit c'est une manière de poser les problématiques et après c'est à vous de les résoudre. C'est-à-dire qu'en fait c'est un peu la problématique des étudiants que nous avons et dont on a tous été à la faculté qui, à la fin d'une épreuve d'examen, viennent nous voir en nous disant c'était quoi la solution. Et on lui dit on se fiche de la solution, ce qu'on veut savoir c'est la qualité de ton raisonnement. Voilà. Et pour le droit c'est la même chose. Et notamment ces questions sur le consentement, les directives anticipées, la personne de confiance, le travail de reconstitution de qu'est-ce que pouvait être la pensée de la personne, et puis confronté à nos capacités thérapeutiques. On peut le résumer par une formule qui est de dire, c'est en fait la qualité, et c'est une formule qui est très forte dans le monde juridique, qui est de dire c'est la qualité du doute qui précède, qui va faire la qualité de la décision. Donc, en fait, ce qu'on vous donne au point de vue juridique, ce n'est pas des moyens de certitude, c'est des moyens de bien douter, en quelque sorte. De ne pas être partie prenante. Ce qu'on n'aime pas au point de vue juridique, c'est la personne voit une situation, elle lit ça, elle dit c'est comme ça. Voilà. Non, ça ne marche pas. D'ailleurs, vous savez ce que c'est qu'un procès, vous pensez que c'est tout simple, et le juge vous dit, attendez, on va voir. Donc, il faut vérifier, prendre le temps de douter, questionner, mettre en interrogation, faire venir une équipe extérieure, toutes ces questions, entendre l'un, entendre l'autre. C'est ça quand on dit la qualité du doute.
Et après, vous décidez. Donc vous décidez parce que vous êtes une équipe qui est comme cela, le médecin est comme cela, et vous avez pris la décision dans un sens. À l'étage en dessous, il ferait peut-être différemment. Mais ça, c'est la réalité humaine, et un tribunal ne reviendra pas là-dessus. En revanche, le tribunal va poser la question, est-ce que vous vous êtes mis en situation de bien décider, c'est d'avoir mis en questionnement tous les points, et puis après vous tranchez. Voilà. Donc si on utilise le consentement, la personne de confiance, les directives anticipées, le travail avec les proches, dans l'idée de prendre du recul et de ne pas être supporter de sa décision en quelque sorte et d'être prêt à en prendre une qui pourrait être différente, vous êtes dans le cadre du droit. Voilà. Si en revanche, on est partisan et qu'on va décider sans tenir compte, sans écouter, à ce moment-là, on n'est pas dans l'esprit de la loi. Voilà comment je pourrais vous présenter ces questions. Alors, je ne sais pas si on peut déborder pour peut-être quelques minutes ou... Merci. Il y a beaucoup de questions, c'était très intéressant. J'en ai plein, mais je vais peut-être laisser la parole à... Vous savez, c'est des questions, quand on les étudie à la fac, on y passe beaucoup de temps, hein, et avec des juristes qui sont déjà assez élaborés, donc toutes les questions sont vraiment bienvenues, quoi. Hein, voilà. En même temps que ça décide, on est beau. Les directives anticipées, comment les faire connaître aux patients, comme ça, parce que je pense que c'est pas bien connu. Et la deuxième question sur le consentement. Alors moi, je connais tous la recherche. La recherche, c'est extrêmement carré et obligatoire. Il y a un consentement éclairé signé du patient. Enfin, c'est pas un essai thérapeutique. Là, quand vous parlez de consentement, c'est très important, mais je vois qu'il y a un caractère subjectif très important. Ah oui. Comment qu'il ait du sens, comment le rendre un peu objectif et de façon à le valider. Alors sur le premier point, les directives anticipées, donc pour ce qui est des techniques même, je pense qu'on ne le développe pas trop aujourd'hui, d'abord c'est pas vraiment l'objet, et puis objectivement je pense que la loi, c'est peut-être le seul point où la loi va bouger, bon, donc on suivra, mais basiquement si vous voulez connaître le régime, vous faites directives anticipées sur le site service public, et vous avez une fiche qui est très bien faite, qui est très complète. Je pense qu'il faut pouvoir l'exprimer aussi directement auprès des patients en disant que ça existe, hein. C'est quand même quelque chose qui est intéressant. Bon, il faudra toujours les interpréter, elles ont cette donnée, mais il faut faire savoir que ça existe, parce que l'une des grandes angoisses, c'est de dire, mais comment mon point de vue sera pris en compte ? Mais commence déjà par le mettre noir sur blanc et expose ta philosophie. Ça ne veut pas dire que ça va guider l'attitude du médecin, mais le point de vue sera pris en compte. Le deuxième point sur l'expression du consentement, donc par rapport à la recherche, ce sont deux mondes tout à fait différents en matière de consentement, parce que dans la recherche, on est sur des actes qui sont pratiqués dans l'intérêt d'autrui, donc on n'est pas confronté à la maladie soi-même, ou alors dans un cadre un peu particulier, et il y a un processus de réflexion qui est vraiment de choisir. Donc, on fait des actes qui sont exceptionnels par rapport à l'article 16-3 que j'ai cité, parce que c'est un acte qui est quand même dans le bénéfice d'autrui. Donc, on soumet le corps au bénéfice d'autrui. Donc là, vous avez une procédure il y en a même plusieurs, hein, sur le consentement, extrêmement réglementée, c'est à la virgule, et autrement, c'est le carton. Voilà, je dirais que c'est inadmissible si ce n'est pas respecté. Là, il n'y a pas de discussion. Dès qu'on rentre sur la prise en charge thérapeutique, c'est forcément plus compliqué, parce qu'il y a le flou du droit. Voilà. Et le droit, c'est de mettre en contradiction, c'est d'éclaircir la contradiction. Donc, pour essayer qu'est-ce qu'on prend comme élément, on prend tout. C'est-à-dire que pour nous, on dit que le consentement, c'est une donnée de fait. Et en matière de fait, la preuve s'apporte par tout moyen. Voilà. Alors on dit on n'a pas beaucoup avancé en disant ça, mais si, on a beaucoup avancé, parce qu'on dit déjà que quand il y a un écrit, ça ne suffit pas. Voilà. Et donc, on prend le temps. On prend le temps de rechercher qu'est-ce que pouvait être le consentement. Alors, on tient compte des événements aussi, on tient compte, je sais pas, moi j'ai vu le cas qu'on a traité au cabinet il y a peu de temps, c'est une personne, elle a une intervention chirurgicale, elle l'a reportée, elle a un chirurgien qui me semble être vraiment très compétent, et moi j'ai fait un procès pour le patient contre ce chirurgien, qui, à l'expertise, je vois qu'il a attendu le dernier moment, il fallait absolument le faire. Il y a un événement grave qui s'est survenu, qui est très rare, mais la personne souffrait tant qu'il n'y ait plus de traitement, et puis elle finissait paralysée si elle n'est pas soignée. Bon, donc son consentement va s'exprimer d'une manière distincte d'un autre cas que l'on peut avoir, où c'était une intervention nécessaire ou non, on pouvait vraiment discuter.
Voilà, donc on va l'apprécier de manière différente. Est-ce que les soins commandent? Et si les soins commandent, le rôle du médecin, c'est d'être un passeur pour arriver à convaincre. Voilà, ça, il faut que ça soit dit clairement. Il faut convaincre. Si vous êtes convaincu de l'utilité des soins, il faut faire passer le message. Voilà. Bon, je travaille avec les douanes, je dirais qu'il faut être moins douanier que passeur, en quelque sorte. Vous voyez, c'est bon. Mais en revanche, quand on peut discuter, c'est-à-dire on continue par la médecine, ou on fait un arc chirurgical, ou on fait rien du tout, on laisse évoluer, puis on verra dans 5 ans, là, il y a vraiment des options. Et là, il faut prendre le recul, et la décision du patient va beaucoup plus compter que quand les soins commandent. Bon. Donc, vous voyez, ça peut être forcément qu'à géométrie variable. Ensuite, comment on pratique, nous, dans les procédures? Eh bien, on prend tous les éléments et on cherche à reconstituer la sincérité de la démarche. C'est-à-dire que utiliser, qu'on soit bien clair, utiliser des protocoles, utiliser des écrits, faites des courriers, ça c'est absolument certain. Mais n'ayez jamais l'idée d'un droit qui soit figé dans les formalités. C'est-à-dire qu'on est tout à fait capable, nous, comme juristes, on prend le temps, parce qu'au début on n'y connaît rien du tout, mais on se fait expliquer. Et puis à force d'avoir vu une affaire ou 2 ou 3 ou 4, on commence à comprendre comment ça se passe. Et on voit des écrits qui sont sincères parce qu'ils expriment qu'il s'est passé quelque chose. On voit des écrits où on se rend compte qu'ils sont faits simplement pour se dédouaner de sa responsabilité. Donc il veut partir, tiens, je lui fais signer un papier, et puis voilà, bon, mais l'autre signe, bon. Voilà, donc on cherche vraiment quelle est, au-delà des formalités, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Alors les critères que l'on va trouver, ben, il y en a un ensemble. Le premier, ça sera la cohérence de la prise en charge. C'est-à-dire que la prise en charge, c'est un film. Et il faut qu'elle soit cohérente. Bon, on voit des dossiers où franchement ça l'est pas. C'était chirurgien anesthésiste, je te parle pas. Et puis équipe d'anesthésistes, on fait des papiers et puis c'est tout. Et puis réanimateur abonné absent. Voilà. Donc ça se voit. Voilà. C'est-à-dire que l'histoire, vous allez parler ensuite du consentement, mais on comprend pas le film. Voilà. Donc le premier point, c'est quelle était la cohérence de cette prise en charge. En sachant que vous pouvez vous tromper sur la prise en charge. Ça, c'est le problème professionnel, c'est pour tout le monde. Mais quelle était la cohérence? Quelle était la cohérence? Ça, c'est vraiment important. Le deuxième point, c'est globalement le dossier. Globalement. Donc le dossier, c'est un volet infirmier, un volet médical. Les prescriptions médicales, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait également l'explication. C'est-à-dire, on prescrit une transfusion. Pourquoi? Voilà, et ben oui, donc tout ça, c'est sûr que ça doit se retrouver. Et c'est pas les juges qui le demandent, qu'on comprenne bien. Parce que les juges, voilà, on leur dit, on a mis Plavix à tel degré, ah bon, pourquoi pas, je ne sais pas ce que c'est, voilà, on se fait expliquer. Mais c'est que quand on fait les expertises, les experts disent, mais la prise en charge, il nous manque des choses, ou au contraire, on voit ce qu'ils ont fait, voilà. Donc le dossier, c'est l'historique, le sincère, par toutes sortes d'informations de ce qu'a été la prise en charge. Voilà, sans excès, sans abus, n'y passez pas trop de temps, mais le dossier doit marquer ce qui a été la prise en charge. Je dirais même, pour être clair, parce que des fois il y a eu des visions très froides du dossier, parce que maintenant on dit les patients y ont accès, donc il faut qu'on soit prudent. Non, s'il y a des désaccords dans l'équipe, on va les exposer courtoisement dans le dossier évidemment, mais c'est pas du tout gênant qu'ils figurent. Au contraire, ça montre que vous avez une capacité à vous poser des questions. Et ça, c'est tout à fait attendu. Quand vous faites regardez, nous, aujourd'hui, on avait une affaire, un monsieur s'est fait arrêter, là, donc il va y avoir une instruction. On a déjà, depuis ce matin, on a eu le procureur, le juge d'instruction, un autre procureur et le juge des libertés. Ça nous en fait 4 dans la même journée. Et ensuite, ça sera transféré, c'était le doyen, à un autre juge d'instruction qui va vraiment faire l'instruction. Et le tribunal, c'en est encore d'autres. Donc, ils ne vont pas être tous d'accord. Mais voilà, donc la sincérité et le dossier doit parler. Voilà, donc un dossier détaillé, et là je salue le travail des infirmières parce que c'est souvent là qu'on en apprend le plus. Sur les expertises, c'est flagrant, c'est tout à fait important. Et ce qui ne va pas, c'est ce qui n'est pas noté, quoi. Donc en fait, moi je dirais qu'on risque en ne notant pas assez, mais on ne risque pas en notant trop. Je dis ça parce que c'est des réflexes encore qu'on peut voir. Donc c'est la cohérence de la prise en charge. Ensuite, tout ce qui apparaît dans le dossier, comme voilà ce qu'on a pu faire. Après, il peut y avoir des correspondances. Donc si on est sur des situations de refus de soins ou de blocage, alors s'il y a urgence, on en a parlé, mais si on en est en situation, si ce n'est pas le blocage, il y a un médecin traitant,
il y a des médecins correspondants, on leur écrit. Voilà. Et donc en disant, voilà, on a discuté de ça, nous on souhaiterait le faire, le patient est réticent, bon, alors c'est pas la peine de dire pas tartiner, hein, c'est pas de se faire des justifications, mais les correspondances comptent beaucoup. Après, il y a les écrits qui viennent du patient, alors c'est mieux qu'il y ait dans le dossier quelque chose qui soit signé par le patient, c'est certainement mieux. Mais il faut voir aussi comment ça a été, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment ça a pu être fait. Si le patient refuse des soins et que vous n'êtes pas bien d'accord, vous devez toujours être militant de la cause. Donc on lui fait une lettre pour lui, on lui remet une lettre au nom d'un médecin en blanc, en disant si ça ne marche pas avec nous, vous pouvez aller voir un autre, il se mettra en contact, voilà. Donc c'est tous ces éléments qui font qu'on arrive à comprendre s'il y a eu une recherche sincère dans le consentement ou non. Après, le fait d'avoir été compris ou non, ça ou convaincant, ou on n'a pas su convaincre, c'est rare quand la faute ne sera pas ici. Voilà. Merci, je suis désolé, je suis venu la tout le monde. Ouais. Mais merci beaucoup. Je vous en prie.